Bonjour à toi, cher spectateur, et parlons d'un projet assez atypique, un projet qui à la base devait être réalisé par les hommes derrière The Collection et qui finalement a été repris entre les mains de Guillermo del Toro et d'André Ovredal pour donner aujourd'hui Scary Stories, ou en anglais Scary Stories to Tell in the Dark, réalisé par André Ovredal. L'histoire, c'est pas bien compliqué. Le soir d'Halloween, Stella et ses potes vont aller dans une maison hantée. Et dans la maison hantée, il y a une histoire, et cette histoire va les amener à récupérer un bouquin dans lequel il y a des histoires qui font peur, et à moins que le bouquin ne soit pas terminé d'être écrit. Voilà. C'est propre. On va dire que c'est pas forcément facile de résumer le film de manière simple, je pense que c'est la manière la plus simple de le résumer. Pour en parler avec moi, quelqu'un qui n'était pas venu sur cette chaîne depuis quand même Un bon moment. un bon moment, ouais. Un Quelques bon années, moment. Ouais, quelques années. Léopold Joseph, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Que on Très appelle heureux, plus très The heureux de Viewer. revenir ici. S'il y en a qui l'appellent The Viewer, je leur casse les dents, ok? C'est plus The Viewer, c'est Léopold maintenant. Comment vas-tu? Bah très bien, je suis très content d'être de retour ici dans ton petit Un petit studio entre. d'enregistrement pour parler de ce film. Un film qui, du coup, on a choisi un peu ça au dernier moment, Mhm. mais on s'est dit que c'était la sortie la plus intéressante de la semaine parce que, faut bien le dire, généralement fin août, c'est un peu la catastrophe en termes de sortie. C'est les distributeurs qui veulent balancer des films mais qui savent pas trop comment les balancer. Et le 14 août, c'est généralement on sort le dernier gros blockbuster. Et aux alentours du 20 août, on sort tous les films qu'on n'a pas pu sortir pendant l'été. Et fin août, on sort tous les films qui sont faits pour la rentrée. C'est d'ailleurs pour ça que La Vie scolaire sort le 28 août, parce que ça semble logique. Mais du coup, ce film-là, il a un peu débarqué de nulle part parce qu'aux États-Unis, ça va faire quelques mois qu'il est sorti. Il a eu pas mal d'échos, notamment par le fait que Guillermo del Toro ait repris le projet après que Patrick Melton donc, et Marcus Dunstan aient décidé de l'abandonner. Ils y croyaient plus du tout et du coup, ils ont mis le projet complètement de côté pour se consacrer à la fin de leur trilogie. Et voilà, c'est Guillermo del Toro qui a repris l'idée parce qu'il avait envie de raconter des petites histoires, mais pas non plus de réaliser le film. Et il a foutu ça entre les mains de André Ovredal, à qui on devait Trollhunter et l'autopsie de Jane Doe. Un mec qui avait fait son petit bout de chemin dans le cinéma d'épouvante. Ce contexte étant placé, je me tourne vers toi Léopold, regarde à 90 degrés, et je te demande ce que tu as pensé de Scary Stories. Bah moi j'étais très intéressé parce que bon moi j'ai suivi, j'aime beaucoup, je suis un très grand fan de Del Toro et de son cinéma. Donc j'ai entendu parler de ce film quand il s'agissait de lui, quand c'était lui qui développait le projet. Et donc pour moi ce film sort effectivement de nulle part parce que j'étais même pas au courant il y a quelques semaines qu'il allait sortir réalisé par quelqu'un d'autre que Del Toro. Et donc j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça globalement bien exécuté. On peut pas dire que ce soit raté, mais pour moi il y a quand même un manque assez important d'ambition il n'y a pas grand chose de marquant. Pas grand chose de marquant pour moi dans ce film. Je trouve que le visuel n'est pas poussé à son paroxysme comme aurait pu le faire un Del Toro et que toutes les thématiques qui sont là, parce que Del Toro a bossé sur le scénario, les choses qu'on peut retrouver dans les films de Del Toro, donc le mélange de l'horrifique et d'un contexte historique qui est toujours très important dans les films de Del Toro. Pour le coup, ici encore une fois, on est dans l'Amérique de Nixon au moment de sa réélection, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc, le contexte, enfin, on le voit beaucoup à l'image, qu'on est à l'époque de la réélection de Nixon, une télé allumée qui en parle, etc. Par contre, c'est jamais directement abordé pour sortir un propos très incisif, ou bien c'est juste pour railler un peu le mexicano de la bande, un des personnages principaux. Et donc il y a un petit propos en filigrane, mais ça a jamais l'impact que ça aurait pu avoir. Et je trouve que c'est plus du bonus qu'un réel intérêt scénaristique. Mais on sent en fait que c'est un film qui veut avoir la patte de Del Toro sans avoir la patte de Del Toro. Parce que je pense qu'à mon avis, ce serait pas étonnant que Del Toro ait eu envie de réaliser à un moment le film, mais qu'il ait Il y a été question, je crois. il ait pris le projet vraiment en cours de route et que ça semblait logique d'avoir un autre réalisateur qui avait encore besoin de se faire les mains un petit peu sur le cinéma de genre. Parce que mine de rien, Trollhunter c'est un film de genre, mais ça n'est pas tant que ça de l'épouvante. C'est plus du fantastique, mêlé avec une certaine forme de satire. Là où l'autopsie de Jane Doe est vraiment un film de genre pur et dur. Je sais pas du coup J'ai si pas tu... vu non. Ouais. Pour le coup, moi je l'avais trouvé très intéressant lors de sa sortie parce que Mhm. l'autopsie de Jane Doe était un film qui était très rigoureux dans sa mise en scène et qui par moments pouvait peut-être sembler un peu trop classique. Mais finalement, ce classicisme, on va dire, allait dans la direction tout simplement qu'on était sur un huis clos et que le but était non pas d'enfermer le spectateur, mais d'enfermer la mise en scène comme pour la rendre froide, comme cette chambre froide dans laquelle étaient les personnages. Et je pense que c'est ça en fait qu'on voit ici le plus ressortir, c'est qu'on sent qu'André Ovredal,
il n'a pas fait progresser sa mise en scène depuis l'autopsie de Jane Doe. Donc du coup, on va en parler quand on parlera de sa mise en scène, mais on sent du coup qu'il y a un frein constant qui est mis à des ambitions ou à des idées ou à des envies, que ce soit parce que le scénar de base se prêtait pas aux thématiques de Del Toro, comme disait Léopold, que ce soit parce que Ovredal ait peut-être été raccroché au projet trop rapidement, que ce soit parce que le premier scénario était peut-être très mauvais, on ne sait pas, mais au final, il faut se souvenir que Melton et Dunstan, bah, c'est les scénaristes des 4 sauts les plus mauvais, tout simplement de la saga. Même si la saga n'a jamais eu forcément un immense niveau, mais voilà, c'est les scénaristes de ceux qui sont les plus catastrophiques en termes de logique. Donc finalement, je pense que la base du projet pouvait être extrêmement mauvaise. On était sur une base de film qui pouvait être catastrophique. Moi, quand j'ai vu les premiers noms, je me suis vraiment dit, ça sent le nanar. Et étrangement, je trouve que ça se tient. Bah, c'est pas complet, il y a quelque chose à dire. mais En ça tout se cas, tient. clairement, c'est au-dessus et bien au-dessus de la plupart des films d'horreur qui sont servis actuellement par les studios américains. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je trouve qu'il a tendance, ce film, à viser un peu le même public que ces films-là. Comme pour les Voilà, convertir. le public adolescent, comme pour leur dire que oui, on est capable aussi de faire mieux, de faire un film d'horreur qui soit plus propre visuellement, même si pour moi ça manque d'envergure, qui soit mieux ficelé scénaristiquement et qui fonctionne mieux dans son ensemble et qui emmène aussi l'horreur un petit peu plus loin Ça l'emmène dans, à certains aspects. ça l'emmène dans une direction qui est beaucoup plus intéressante en termes de profondeur parce que tu regarderas, enfin, moi je pense à La Nonne, à Annabelle qui visent un peu le même public, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, Oui. tous ces films sont C'est PG-13 des teenagers. et donc du coup ça vise les ados, ou en tout cas voilà, on va dire, on va taper une tranche large entre 12 et 16 ans. Ça tape vraiment cela. Là, moi personnellement, je trouve qu'un gamin de 12 ans qui va voir ça, il va peut-être avoir peur, vraiment peur, parce qu'il y a des images qui sont quand même beaucoup plus dures, et pas forcément violentes, juste dures, dans le sens où elles ont forcément quelque chose de psychologique, elles vont toucher à des peurs qui sont extrêmement primaires. Je veux dire, la peur du vide, la peur de l'enfermement, le fait de ne pas pouvoir contrôler quelque chose tout simplement. Enfin, il y a plein de petits jeux comme ça autour de la mise en scène que je trouve très intéressants et qui font que je pense ça a la même ambition, et on en parlait un petit peu avant avec Léopold, mais ça a la même ambition qu'un Chair de poule. C'est-à-dire que Chair de poule, c'est pas forcément le haut du panier en termes d'épouvante et d'horreur. C'est pas genre le truc devant lequel tu vas flipper ta race. Mais pour les jeunes qui justement peuvent pas aller voir tout ce qu'il y a Annabelle, La Nonne, etc., bah au moins ça leur offre un film qui déjà a plus d'ambition, a un peu plus de finesse et cherche quand même à les faire flipper. Ouais. Et aussi il y a beaucoup d'amour pour son histoire et ses personnages. Exactement. Ce qui est un peu moins le cas, je trouve, de Scary Stories. Oui. Je trouve qu'on a un gros problème d'écriture de personnages sur ce film. Et Pour ben, revenir au gros du sujet. et ben on peut commencer à parler tout de concerne. suite de l'écriture. Ouais. C'est le point le plus important. Je replace juste les noms. Dan, Kevin Hageman ainsi que Guillermo del Toro ont écrit le scénario, basé donc sur l'histoire qu'avaient écrit Patrick Melton et Marcus Dunstan. Ouais, de toute façon, on va tomber d'accord là-dessus, mais je pense que il y a deux gros problèmes pour moi dans l'écriture. Mhm. Le premier problème, c'est les personnages qui manquent réellement d'envergure. Et le deuxième souci, c'est que c'est basé sur une anthologie de petites histoires horrifiques. Mhm. Et que du coup, inclure ça dans un gros film avec une trame narrative, une et une seule, bah c'est compliqué quoi. Ouais, mais comment dire, je trouve qu'ils étaient partis sur la bonne voie, en fait. Je trouve que vraiment, le film tel quel, le scénario tel qu'il est là, pour moi, c'est pas un scénario prêt à tourner Non. vraiment pour faire un film vraiment bien. Par contre, c'est la bonne voie pour en arriver là où on arrive à un film marquant, quoi. Il y a plein de petits éléments, plein de petites idées. Cependant, c'est vraiment pas assez creusé, et surtout au niveau des personnages, parce que faut quand même toujours se rappeler que un des ressorts principaux quand même pour rentrer dans un film, c'est l'attachement et l'identification qu'a le spectateur par rapport aux personnages principaux. Et c'est moi ça a été difficile, je me suis jamais attaché à un personnage, j'ai jamais, c'est pas que je les sentais pas en danger, je les sentais en danger, mais j'en avais rien à faire en fait qu'ils soient en danger, ce qui tout de suite déjà diminue vachement la peur pour un film d'horreur, et puis diminue l'identification et tout l'aspect émotionnel de tristesse quand un personnage décède ou qu'il est en danger. Donc c'est un peu dommage. Et je trouve que les pistes sont bonnes, il y a plein de petites idées, les personnages sont globalement assez stéréotypés, mais il y a des idées, il y a une relation entre le personnage principal féminin et son père qui a ça d'être touchante, mais justement
c'est trop servi comme un petit plus qui sert dans une ou deux séquences et qui n'a jamais vraiment de conséquences, de suite, ni de réflexion plus profonde que ça en fait. En fait, ouais, c'est ça le gros souci, c'est que on se retrouve devant un film qui, dans sa globalité, pris dans sa globalité, l'écriture, elle est plutôt équilibrée, je trouve. Elle a un sens, elle a une logique, elle a une démarche, et elle a un point A, un point B, un point C, etc., jusqu'à nous emmener au point Z. Le vrai gros souci, comme tu dis, c'est qu'on a cette sensation que c'est des petits bouts qui par moments s'enchaînent, et par moments n'arrivent pas du tout à bien s'emboîter correctement les uns aux autres, parce que il manque quelque chose. La relation entre le père et la fille, elle est intéressante. Mais il manque ce truc en plus qui ferait qu'on arriverait à comprendre pourquoi elle doit être aussi forte. Parce qu'on n'arrête pas de... En fait, c'est ça le souci, c'est que le film passe son temps à constamment essayer de rappeler au spectateur qu'il y a des choses qui entourent les personnages qui font qu'on devrait avoir de l'attachement. Genre Stella, on n'arrête pas de nous répéter du début à la fin, sa mère s'est barrée. Aucun souci, ça peut être vachement intéressant, surtout de savoir pourquoi elle s'est barrée. Mais c'est jamais réellement dit. Et le souci, c'est que du coup, la relation qu'on devrait ressentir entre le père et sa fille, qui devrait être impactée par ça, c'est qu'on ne sait pas si la mère a une maladie, si la mère s'est barrée avec un autre mec, si potentiellement elle pourrait être liée à cette histoire-là. Moi, pendant un temps, j'avais mis cette hypothèse que peut-être elle était liée à Sarah. Faites pas du tout. Et du coup, on passe son temps à chercher, à chercher, à chercher. Et du coup, on n'arrive pas à faire le lien entre tous les thématiques, les rapports de personnages, les conflits, les choses comme ça. Et ça fait que oui, au milieu de tout ça, il y a des petits fragments horrifiques qui sont bien construits, parce que ça a presque des gueules de court-métrage par instant. Mais ça fait trop anthologie, quoi. Anthologie avec des morts un peu classe, et au milieu, on a cette histoire où on sait pas trop si on arrive à se relier à tel perso ou à tel perso. En fait, moi, je t'avoue que je suis rentré vraiment dans le film en termes d'écriture, parce que je trouvais le groupe intéressant. Et qu'à E4, E5, E4, E5, 4, bon, 4 ou 5, 4. ouais, si on compte Roof, ils sont 5. À 4 ou 5, ils arrivent à former un groupe qui forme un personnage intéressant. Mais pris les uns à part, vu qu'à un moment on est obligé de les prendre les uns à part, ben, ils sont pas assez bien Oui, construits. il y a une bonne dynamique parce que les acteurs sont bons et que oui, le groupe fonctionne bien, on devait bien s'entendre, voilà, je sais pas. Par contre, ouais, les personnages sont pas recherchés, même si la performance est bonne, les personnages sont pas assez bien écrits et pas assez subtils Ouais. pour donner aux acteurs une marge d'interprétation qui soit vraiment intéressante en fait. Alors que pour le coup, ils ont tous, à mon avis, ils en ont tous, ou au moins les deux principaux, Ramon et Stella, ils ont du talent et ils en ont sous le capot. Je pense qu'ils auraient pu délivrer une performance plus intéressante que ça. Bah ça c'est malheureusement le gros doute. Mais ouais, je pense qu'on est sur... En fait, on est vraiment sur un scénar qui a vraiment... Enfin, comme disait Léopold en introduction, il y a un contexte historique qui est années 69 où il y a énormément de changements. Enfin, 68. d'ailleurs, c'est rigolo... 68, 68. 68, ouais. C'est rigolo de voir qu'on pourrait presque lier ça au film de Tarantino qui se passe à peu près dans la même période, quoi. Ah, C'est plus tard, 69 Tarantino et c'est 68 pour Del Toro ici et Ovredal. Mais je pense qu'il y a un besoin de rappeler qu'à cette époque-là, il y avait d'énormes changements et que finalement, aujourd'hui, on est un peu dans cette même époque où il y a des gros changements et que on arrive moins à les discerner parce que les événements font que on nous incite à ne pas regarder dans cette direction-là. Et je pense qu'il y a cette envie, mais encore une fois, là, on est vraiment sur... c'est là, c'est présent, ça pourrait être hyper important et hyper impactant, et il manque le petit quelque chose de plus. La petite profondeur, la petite élégance, parce que, voilà, comme tu disais, constamment, le récit nous rappelle qu'on est dans cette période-là. On voit les élections avec Nixon face à ses... Oui, on nous face à ses rappelle concurrents. constamment. On Il y voit a, Nixon qui Ramon, fête sa victoire. Ramon qui essaye De fuir le Vietnam. Voilà, de fuir le Vietnam. Ce qui est une thématique hyper intéressante, mais voilà, par exemple, proposition. Voilà, ça me vient comme ça. Le scénario aurait, à mon avis, été plus intéressant s'il avait été placé du point de vue, pas forcément exclusif, mais en tout cas du point de vue de Ramon. Parce que c'est quand même le personnage le plus intéressant qui a une thématique directement politique, donc ça permet d'élargir le propos politique, et puis ensuite d'avoir un personnage qu'on puisse vraiment suivre et sur lequel on puisse vraiment se concentrer. Après, je pense qu'ils ont voulu faire une autre thématique, tu vois, c'est plutôt lier Stella à cette femme, comme si cette femme qui raconte des Ouais, histoires, ouais. c'était sa mère. Donc ils ont voulu faire un lien de ce point de vue-là. C'est voilà, c'est maladroit parce que du coup, derrière, nous, en tant que spectateurs, on cherche un autre lien, alors que le lien, il voudrait être là. C'est genre,
ah, c'est une petite fille qui vit constamment dans le souvenir de sa mère qui s'est barrée et qui ne reviendra jamais. Et il y a d'un seul coup, il y a ce bouquin écrit par cette femme qu'on a rejeté, donc elle s'identifie à elle, qui lui raconte une histoire, donc potentiellement ça a une figure maternelle. C'est voilà, c'est très bordélique et on sent qu'il y a, c'est voilà, c'est très nébuleux en fait comme film. Ça vit vraiment dans sa petite bulle et il y a tout ce qu'il faut pour en faire un très bon film. C'est juste que c'est droppé constamment Ouais. à gauche et à droite comme si Ouais. voilà, on sent qu'ils ont été beaucoup en fait. Ça se voit, mais on sent qu'ils ont été beaucoup à écrire ce scénar et que peut-être à un moment il fallait recentrer, peut-être presque repartir de zéro en fait. Mm. Peut-être que Del Toro, avec les frères Hageman, il aurait dû repartir complètement à zéro, prendre juste la structure de base de on prend des petits chapitres de Scary Stories et on reconstruit une nouvelle histoire. Vraiment, peut-être avec les mêmes personnes, mais on reconstruit une nouvelle histoire plutôt que de peut-être voilà, reprendre l'histoire de Melton et Dunstan et se perdre. C'est compliqué, hein. C'est compliqué les films comme ça. Je te propose qu'on passe à la mise en scène de Ouais. André Ovredal. Donc, j'ai replacé le contexte avant. Moi, je trouve que vraiment sur ce film, il a repris la même base que sur Jendo. C'est-à-dire qu'il a vraiment eu envie de repartir sur le même principe de mise en scène, le côté très froid, très clinique, très anxiogène de sa caméra. Mais le fait est que ça passe pas toujours hyper bien, là, je trouve. Il y a des moments où c'est très intéressant, notamment cette séquence dans l'hôpital psychiatrique qui est vraiment, pour le coup, elle est très bien foutue. Et qui a en plus une petite séquence horrifique, moi, que je trouve très très bien construite, très rigoureuse en termes de rythmique. C'est Et la séquence, dans toutes les séquences horrifiques, c'est celle-là dont je me souviendrai, ouais, clairement. bah parce qu'elle a de la gueule et parce qu'elle fait très Del Toro, avec notamment l'utilisation de cette créature que je ne dévoilerai pas, même si malheureusement on la voit dans la bande-annonce, mais cette créature fait très Del Toro. Les monstres sont assez réussis. À part, j'ai un petit doute sur le monstre de Ramon, Le croque-mitaine. le croque-mitaine, ouais, tu le dis, Ouais, disons-le, le croque-mitaine, effectivement. c'est pas le effets mot fixes, qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle ils ont décidé ouais, de ouais, faire ouais. le croque-mitaine. Mais j'aime pas trop les effets spéciaux, mais à part ça, ils sont tous assez réussis et intéressants visuellement. Hmm. Euh, C'est très, la plupart sont d'ailleurs très pratiques, c'est fait sur plateau en fait. Ah ouais? Bah Je oui, ça pense, se voit. à part les araignées où ils Bah, ont à part vraiment le dû. croque-mitaine, aussi. Le croque-mitaine, Ah je non, le pense que croque-mitaine, c'est pas que du numérique. pas que, mais il pue quand même bien Il le pue effet le fixe. numérique par moment, mais Ouais. je pense qu'au début, on est vraiment sur de l'effet plateau. Notamment quand il y a sa première apparition, Oui, oui, ça doit être vraiment de l'effet plateau. Après les araignées, c'est sûr, c'est du numérique. En même temps, je pense que ça aurait été compliqué. Mais il y a quand même, ouais, même tu vois le coup du doigt de pied. Moi, je trouve que la créature, on la voit pas beaucoup, mais c'est quand même bien structuré. Mais on va dire que dans l'ensemble, André Ovredal sur on va dire les sketchs horrifiques, si on devait appeler ça comme ça, toutes les petites séquences de meurtre, c'est là qu'il s'éclate le plus. mais bien Tu le sûr. vois. Bah, Parce c'est- qu'il adore faire flipper, il adore jouer avec ce qu'on attend, il adore avoir ce côté. C'est très intéressant parce que tu as ce côté très horrifique classique et en même temps il sait qu'il doit faire un film qui est plus avisé pour les jeunes quoi. Genre vraiment ceux qui devraient voir ça plutôt que la nonne, etc. Et donc du coup il a envie de leur donner des trucs où tu peux en faire des cauchemars quoi les trucs. Tu peux vraiment flipper parce que tu vas te dire c'est bien structuré, ça me rappelle quelque chose, ça me fait peur et ça rappelle les souvenirs d'enfance, donc ouais, ça a de la gueule. Et le souci, c'est que derrière, à part deux trois plans où c'est un peu stylé, genre quand ils vont au drive-in de jour et qu'on voit le drive-in complètement vide et qu'ils sont au milieu, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plans où j'ai eu la sensation que Ovredal, il avait des possibilités, entre guillemets, de création. je trouve que le film est assez beau. Les plans pris un par un sont esthétiques, ils sont jolis, ils sont travaillés, voilà. Mais ils sont jamais marquants parce qu'ils viennent jamais transcender ce que le film raconte. Ils viennent jamais appuyer réellement ce que le film raconte. Il n'y a jamais un moment, il n'y a jamais une idée. Je me suis jamais dit, putain, ça c'est une bonne idée de mise en scène. Là, il a vraiment trouvé la manière de raconter ce moment. À part peut-être la scène horrifique dont tu parlais. Et encore, je trouve que c'est dommage parce que le même effet d'angoisse a été appliqué une heure plus tôt dans la scène avec ce bonhomme-là. Hein, on est C'est d'accord. vrai, c'est Donc vrai. ça vient un peu gâcher le fait qu'il y ait la même idée qui se retrouve pour deux personnages différents, ça vient un peu gâcher la séquence. Et c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment eu peur devant ce film, malheureusement. Bah déjà par souci d'attachement au personnage, et puis aussi parce que la mise en scène, bah, encore une fois, ne vient pas suivre les personnages, à part peut-être qu'à un moment quand elle passe sous un lit. Je sais pas, j'ai l'impression Mm. que il essaie jamais de faire coller sa mise en scène au plus avec l'émotion qu'il veut que le spectateur ressente, et que globalement c'est assez
uniforme en termes de mise en scène, quelle que soit la séquence qu'il veut raconter. On a des changements de lumière, des changements de monstres, etc. Mais la manière de filmer reste trop cohérente. En fait. Mais c'est parce que je pense qu'on est vraiment sur ce souci que Ovredal, mine de rien, à part Trollhunter, c'est un mec qui... Enfin, Trollhunter, en fait, brillait aussi par ça, c'est-à-dire que c'est un mec qui est capable de choper des bons concepts, en fait. C'est-à-dire que tu regardes Trollhunter, ça a de la gueule parce que à l'intérieur, tu as des chasseurs de trolls. Ce qui est rare, c'est rarement montré au cinéma. Et de cette manière-là, en plus, c'était complètement nouveau à l'époque. Tu prends The Jendo Identity ou l'autopsie de Jendo, ce qui fonctionne, c'est le concept, en fait. Cette idée de prendre une possession et de jouer avec les attentes du spectateur pour construire un récit autour de ça. Et le fait est que lorsque tu enlèves étrangement l'effet de surprise, comme c'est un peu le cas sur Scary Stories, tu te rends compte que Ovredal est vraiment basé sur une structure d'écriture qui lui permet ensuite de créer une mise en scène qui peut sonner comme classique, mais qui va être transcendée par le biais de cette écriture. Et donc du coup, je pense que quand l'écriture est trop classique, ou en tout cas, on va dire, plus entourée par des concepts et des idées, et pas forcément assez par une forme novatrice, on se rend compte que Ovredal, finalement, il met ça bien en scène, mais il n'arrive pas forcément plus que ça à transcender le tout. Oui, il fait le taf, et il fait le taf de manière correcte parce que c'est très joli et plus joli que la plupart des Blumhouse, voilà. Mais il manque un souffle, quoi. Il manque un truc qui fait que je me dis, bon bah je vais retenir cette séquence, je vais retenir ce plan, et encore mieux, mais là je en demande peut-être trop, je vais retenir ce film. Parce que c'est vrai, je sais très bien que ce film, le vrai problème, même si je le trouve correct, il est pas raté, honnêtement je l'aurais oublié dans 2 semaines. Parce que j'ai déjà commencé à arrêter d'y penser en fait. Parce que y a aucun moment où il y a un putain de moment de cinéma. Il n'y a pas une putain de séquence de cinéma, il n'y a pas une séquence que je verrai dans aucun autre film cette année. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Parce qu'il y avait vraiment, il y a du potentiel, il y a des monstres superbes, il y a un producteur génial qui a été aussi scénariste. Et puis il y a un metteur en scène qui quand même sait tenir une caméra et fait des jolis plans. Donc il y a tout qui est là, mais ça manque encore de recherche. Je pense qu'il aurait fallu poster ce film encore 2 ans en fait. C'est bien possible en plus. Mais je te dis, à mon avis, une refonte totale de l'écriture pour rebosser un truc beaucoup plus clean et un metteur en scène qui se donne beaucoup plus à fond pour proposer quelque chose d'un peu plus neuf. Voilà. C'est peut-être un projet qui a été finalement, on ne le sait pas parce que c'est vrai qu'ils sont très C'est discret quand même. assez discrets en termes d'histoire et même d'évocation de comment le projet s'est fait parce qu'il y a eu pas mal de déboires de prod, mais à mon avis ça serait pas étonnant qu'on découvre que le film a eu beaucoup de galères et que peut-être Ovredal s'est un peu pointé au dernier moment. C'est un film produit par Del Toro, donc c'est presque sûrement un film avec beaucoup de galères. C'est ça, c'est pas comme s'il était souvent habitué des galères, le pauvre. Je te propose qu'on passe au casting parce qu'il va y avoir aussi pas mal de choses à dire sur ces petits jeunes. Donc, dans l'ordre, il y a Stella, c'est Zoé Margaret Coletti, Ramon, c'est Michael Garza, Gabriel Roche joue Oggy, nous avons également Austin Zassour qui joue Chuck, et on peut compter également Dean Norris ainsi que Lorraine Toussaint qui jouent des rôles plutôt assez marquants dans le film. Je trouve que dans l'ensemble, déjà, les enfants sont plutôt bons. Et Dieu sait que c'est compliqué des fois de rendre des enfants crédibles, surtout quand ils sont le centre d'immersion du film. Je veux dire, on va dire que ça a relancé la mode de vouloir vraiment mettre des enfants en avant pour utiliser vraiment des aspects horrifiques qui derrière vont impacter encore plus le spectateur. C'est pas toujours très juste, Chair de poule en est la belle démonstration, des fois ça fonctionne pas forcément bien, donc du coup on fout un acteur adulte en plein milieu, histoire de ramener le spectateur dedans. Mais là je trouve que pour le coup, tous ces jeunes, les 4, ils sont vraiment vraiment bons. Et ils ont chacun leur petite séquence qui va les faire ressortir. Et je trouve que Zoé Coletti, pour le coup, elle est très bien. Elle est bien quand même. Elle est bien. Elle a un rôle qui est pas facile et parfois qui est très vite parce que justement, on lui donne peut-être pas assez de matos pour pouvoir bosser. Et pour le coup, elle s'en sort crée un plutôt vrai bien. personnage. Mais après, elle a une chance, c'est que c'est le personnage qui est un peu le personnage centre du récit. Donc elle a des choses que d'autres n'ont pas. Voilà, elle a pas, ne serait-ce que une chambre, mais c'est con, mais une chambre, il y a un beau travail de décor dans la chambre, ce qui fait qu'elle a une vraie, on cerne la personne qu'elle est. Elle a une chambre, elle a une passion parce qu'elle veut être écrivaine, ce que les autres personnages n'ont pas en fait. Donc déjà, ça crée un intérêt particulier et un peu plus de substance pour son personnage. Et c'est ce qui manque aux autres, clairement. Clairement. Moi, je citerai la performance aussi de Dean Norris qui joue donc le père. Dean Norris, si vous ne voyez pas qui c'est, l'agent du FBI dans Breaking Bad. Mais ouais, lui, il est pas si souvent que ça présent, mais il a quand même quelque chose, tu vois. Oui, c'est comme Lorraine Toussaint, en fait. Lorraine Toussaint, elle a une scène,
mais elle a un personnage qui a de la gueule, qui fait très Del Toro en plus, et elle a un dialogue, et elle arrive à le rendre impactant parce que c'est deux acteurs qui sont très très doués, et parce que surtout c'est les deux acteurs principaux qui comme des adultes qu'on voit vraiment à l'écran, et qui ont une place importante, et que je pense que c'était important d'en faire des synthèses de un espèce de regard d'adulte qui doit être marquant pour les personnages. L'un, c'est un père très affectueux avec sa fille, et l'autre, c'est une femme qui a connu l'histoire du personnage, on va dire, de méchante, et donc qui du coup va apporter des informations à ses protagonistes. Donc je pense, sans ces deux acteurs-là, ça aurait peut-être moins bien marché parce que les deux ont vraiment de la gueule. Mais c'est vrai que derrière, le film se repose quand même beaucoup sur ces quatre acteurs principaux. Qui font très correctement le taf. Ah non, qui font très bien. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Ils sont vraiment très très bons tous les quatre. Bon, bien mon petit Léopold, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on garde finalement de Scary Stories to Tell in the Dark? Honnêtement, pas grand Ça chose. vaut pas Vice. Alors, ça vaut pas Vice. Parce qu'on a vu ça hier soir, hein, c'est totalement hors sujet, Vice. Mais si j'en retiens quelque chose, c'est une séance malgré tout, parce qu'il faut positiver. Moi, j'ai quand même pas mal descendu le film alors que j'ai passé un bon moment dans ma séance. Voilà, je me suis pas ennuyé, le film est bien rythmé, ça fonctionne, il y a quelques séquences sympas. Voilà, c'est pas mal. Ce que moi j'en retiendrai, à part pas grand chose, c'est que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est un film qui a beaucoup de cartes en main, c'est un film qui a des ombres de personnages qui pourraient devenir des super personnages, qui a une mise en scène jolie qui pourrait devenir une bonne mise en scène, et c'est un film qui a un concept super qui pourrait être encore mieux exploité, et voilà, c'est un film qui pourrait, et qui finalement se contente de faire à peine plus que le minimum syndical. Donc pour moi c'est dommage. Mais ça n'empêche pas que si vous aimez bien les films d'horreur, que vous allez voir un Blumhouse, vous pouvez aller voir ça, c'est mieux. Si vous voulez voir Annabelle, vous pouvez aller voir ça, c'est mieux. Par contre, ça ne vous marquera pas outre mesure. Mais ça les marquera plus que de voir une grosse daube. Totalement. Comme Annabelle, 3, voilà, pardon. J'avais besoin de le caler. Ou un ou deux, hein, pareil. Pour moi, c'est l'exemple type. En fait, je prendrais vraiment ce que j'avais, ce que je t'ai sorti en sortant de la salle, c'est-à-dire que pour moi, on est sur la même veine que Chair de poule. C'est-à-dire que c'est pas des films exceptionnels, c'est pas hyper marquant, mais moi j'aime bien ce concept de faire des films d'épouvante qui soient pas forcément dirigés vers des gens qui vont avoir besoin d'une carte d'identité pour entrer dans la salle. Parce que vu que les Annabelle, les Lannon, ça a des interdictions moins de 12 ans en France, alors que parfois c'est pas du tout justifié parce que c'est pas si gore que ça ou des trucs comme ça. Surtout Annabelle 3, je comprends toujours pas pourquoi il y a une interdiction moins de 12 ans, hormis pour son ambiance. Je trouve qu'au moins avoir le mérite d'avoir des films d'épouvante comme ça, qui soient à la hauteur des jeunes qui veulent aller les voir et qui en plus, où les jeunes peuvent se permettre d'y aller sans penser forcément à la carte d'identité, mais ils savent qu'ils vont quand même avoir un petit peu peur. Et qu'en plus ça soit fait par un bon auteur. Même si derrière c'est très maladroit, c'est très nébuleux, c'est très vague, c'est pas complètement abouti, il y a au moins cette base-là qui est quand même assez solide et qui me pousse vraiment à plus chercher ce genre de film plutôt que de me faire mal à aller voir les Annabelle 3, les Lannon. Tout à fait, j'irai pas jusqu'à enterrer le film, et j'irai pas jusqu'à enterrer le réalisateur, parce qu'encore une fois je pense qu'il y a du potentiel, donc j'attends de voir ce qu'il peut proposer d'autre. Complètement. Donc voilà, on est un petit peu réticent à vous pousser à aller voir Scary Stories, mais on va dire que si vous êtes habitué de voir les Annabelle, les Nonnes, etc., tous ces films d'horreur, voilà, comme disait Léopold, de Blumhouse ou autres, allez plutôt voir ça. Parce qu'au moins, vous en aurez pour votre argent, et quand vous sortirez de la salle, bah, si on va dire Annabelle 3 vous a marqué, là, celui-là, ça va devenir votre nouveau film culte, hein, clairement. Donc voilà, tout ce qu'on avait à dire sur Scary Stories to Tell in the Dark de André Ovredal. Merci, mon cher Léopold. Merci à toi, mon cher. Donc Léopold, maintenant, il faut le dire, tu as changé de ligne directrice sur ta chaîne. Tout on ne fait plus de critiques cinéma, maintenant on fait des courts-métrages. Tout à fait. Donc je vous inciterai, là vous allez voir normalement en fin de vidéo apparaître une petite boîte juste ici où il y a le court-métrage de Léopold. M'a mis un très bon court-métrage parce que je tiens à rappeler que Léopold a 18 ans et que lorsque j'avais 18 ans, moi les courts-métrages de mon niveau, c'était pas très très bon. Alors que Léopold lui a 18 ans, il arrive à faire un truc très très quali, donc voilà. J'incite les gens à aller voir ton court-métrage. N'hésitez pas à lui donner des retours aussi, il est très friand de ça et je pense qu'ils seront positifs parce que voilà, il est très bon ce court-métrage. Je le recale ici comme ça. Merci Léopold du coup d'être venu. Merci de cette invitation. Mais je débat fort sympathique. C'est un petit plaisir à chaque fois de t'avoir ici, tu le sais bien. On va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut à tous.
Hop là. Tada, c'est fini.